Bonjour, bonsoir à tous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour la suite de sa série En Afrique et ailleurs. Et En Afrique et ailleurs est aussi le nom de ma chaîne YouTube pour laquelle je vous demanderai d'ailleurs de vous abonner et laisser donc un petit pouce comme ça, laissez un commentaire, des suggestions, faites une contribution donc à mes vidéos, comme ça permet d'enrichir la conversation, d'enrichir le sujet de cette vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais parler donc de la culture de la bague de mariage. La bague de mariage, est-elle une culture africaine? Et je parlerai de l'Afrique subsaharienne ou encore de l'Afrique dite noire. Est-ce que c'est une culture ancestrale de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, que quand un couple se marie, il doit y avoir un échange de bagues et encore porter cette bague sur l'annulaire? Quelle est donc l'histoire de cette culture? Alors tout de suite, je vais dire que tout le long de ma vidéo, ce que je suis en train de dire, c'est une décortication de l'histoire et pas une critique négative et non pas en train de suggérer aux couples africains de ne pas porter de bagues, échanger de bagues pour votre mariage ou de ne pas porter de voile au modèle européen selon ce que je serai en train de dire. Ok, chacun est libre de faire ses choix, chacun est libre bien sûr de concevoir son mariage comme vous l'entendez, mais l'histoire reste l'histoire. Quand bien même que l'histoire n'est pas toujours vraie à 100%, mais on peut tout de même retracer le cours de l'histoire et des faits historiques selon la région, le continent, et la véracité de ces faits ne peut pas être mise forcément en doute. Mais quand je dis encore en doute, parce que l'histoire c'est quoi? En ces temps modernes, il faut toujours se questionner, il faut remettre en question toute la connaissance, le savoir que nous avons, parce que surtout nous qui venons des pays qui ont été colonisés, et la plupart de l'histoire de ces pays colonisés ont été donc écrite, l'histoire a été écrite, excusez-moi, par le colonisateur, excusez-moi une fois de plus. Eh bien parce que l'histoire de la chasse est souvent racontée par le chasseur et non pas par l'animal qui a été tué ou capturé, n'est-ce pas? Et donc, nous devons toujours remettre en question tout ce que nous pensons connaître et sur l'histoire africaine ou encore l'histoire de l'Europe. Et surtout que cette histoire africaine et le cursus scolaire universitaire qu'on enseigne dans nos écoles en Afrique, ce cursus est vraiment imbibé de la culture du colonisateur, que ce soit colonisateur anglais, français, portugais, espagnol, italien, allemand, et tout ce que vous voulez, colonisateur européen, n'est-ce pas? Alors, revenons sur notre sujet, le port de la bague de mariage qui fait rêver beaucoup de femmes, bon, pas seulement la femme, beaucoup de couples. Mettre la bague en or, bague en diamant et tout ça, rêver donc ce jour-là de célébration, c'est bien beau, c'est un jour de joie, un jour un jour mémorable, n'est-ce pas? Censé être célébré une seule fois dans la vie, bien sûr, hein, bien le divorce aussi. Bon, et c'est un autre sujet. Et donc, l'histoire de la bague, du port de la bague a commencé en Égypte ancienne. Comment est-ce qu'elle a commencé? Vous savez, dans cette culture égyptienne, et l'Égypte dans ce temps, c'était donc la civilisation mondiale, la grande civilisation qui avait donc l'essor
qui connut l'essor de la science, la chimie, la physique, la médecine, les mathématiques, tout ce que vous connaissez, c'était donc l'Égypte. L'architecture avec les grandes pyramides, n'est-ce pas? Et donc, il y avait aussi la culture spirituelle, les dieux égyptiens. Et ces dieux étaient représentés par des symboles, soit un symbole animal, soit c'était un symbole, le tonnerre, les éclairs, tout ce que vous voulez. Mais par contre, dans cette histoire de la bague, a été inspirée par la croyance égyptienne de l'amour et leur croyance au dieu soleil et aussi dieu de la lune. Donc le dieu soleil le soleil et la lune ont donné donc inspiré la forme de la bague. La bague en général est en forme sphérique et cette forme est donc inspirée de la forme de la lune et de la forme du soleil. Alors, cette forme sphérique symbolise quoi? C'est un symbole de l'infini. Un cercle qui va, quand on marche, si on fait circuler, un mouvement circulaire est un mouvement infini. Un mouvement qui ne s'arrête pas. Et donc, partant de ce symbole-là, le mariage est donc l'union entre deux personnes, une union de l'amour, et l'amour doit être infini. L'amour ne doit pas s'arrêter. Une fois le couple se met ensemble, eh bien c'est pour l'éternité. Que ce soit dans ce monde physique ou dans le monde métaphysique, c'est pour l'éternité. Et donc la bague a été inspirée par cette forme-là. Et le symbole dans le temps ancien, dans l'Égypte, quand vous regardez les images, c'était en forme d'un serpent qui se mangeait à la queue. Et donc le créneau, l'espace vide entre dans le sexe, et donc le représenter un peu le néant, plutôt l'inconnu, pas le néant, excusez-moi, l'inconnu. L'inconnu, c'est juste, bon, quand on se met ensemble pour un mariage, il y a et donc les péripéties de la vie de couple qu'on doit surmonter, et donc cet inconnu-là, on s'y préparait déjà et on mettait sur l'annulaire. Et pourquoi l'annulaire? Pour les Égyptiens, l'annulaire représentait, pour eux, il y avait donc une veine dans ce doigt, l'annulaire, et cette veine circulait, partait donc de l'annulaire jusqu'au cœur, et le cœur encore un symbole d'amour. Et c'est le choix du doigt. Mais ce n'est pas scientifiquement correct, bien sûr, ce sont des croyances égyptiennes, bien sûr. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'Égypte était la civilisation. Par contre, l'Égypte a connu aussi son déclin. Le déclin est venu avec la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Ok, Alexandre le Grand, et que donc la civilisation a connu de son déclin, donc il y a eu donc une transition du pouvoir égyptien vers le pouvoir grec. Il faut aussi noter que pendant l'Égypte ancienne, qui détenaient donc les plus grandes écoles, les grandes universités du monde, il y a eu beaucoup d'étudiants grecs qui étaient en Égypte. Parmi les plus grands philosophes et les grands mathématiciens, physiciens grecs, on pourra citer Pythagore, de Thalès, tout ce que vous voulez, quoi. Donc ils ont étudié en Égypte, et donc le savoir est parti de l'Égypte à la grecque. La grecque est donc devenue la civilisation, et donc beaucoup de sciences, beaucoup de symboles qui ont été donc copiés en Égypte ont été reflétés donc dans la civilisation grecque, et dans ces symboles il y a eu donc le port de bague. Donc on a porté le bague qui a été introduite dans le système de mariage grec. Alors dans la Grèce ils ont perpétué ça. Avant la bague c'était en Égypte, c'était pas forcément le diamant, ça pouvait être l'or, le cuivre, une matière précieuse, une pierre précieuse, ok, n'est-ce pas?
Et après, en Égypte, plutôt la Grèce, on a fait également la même chose. Ils ont perpétué cela. Après, donc, la civilisation grecque aussi a connu le déclin. Il y a eu donc la montée en puissance de la civilisation romaine, le pouvoir romain, la Rome antique qui a donc fini par conquérir la Grèce et un peu partout dans le monde, hein, l'Europe. Et arrivé ensuite l'Église. L'Église avait un pouvoir incommensurable en Europe. L'Église décidait quasiment de tout. L'Église avait un mot à dire sur la science, la religion et la spiritualité. Donc, c'est l'Église qui menait la société. Et donc, après cette découverte donc, de ce symbole de mariage qui est donc la bague, l'Église l'a récupéré et a fini par l'imposer au niveau du système de mariage. Un couple qui se mariait, donc le symbole pour solidifier donc l'union, c'était il fallait qu'il y ait échange de bagues. Et donc on utilisait la bague pour échanger et donc pour donc sceller l'union des couples. Alors, et jusque-là, il y a dans la conversation, il n'y a pas l'Afrique subsaharienne. Ok, on va revenir sur l'Afrique subsaharienne. Et après la Rome antique, le pouvoir et la montée en puissance de l'Empire romain, ça a connu aussi le déclin. Puis est arrivé plus tard des pays séparés comme la France, l'Angleterre, jusqu'aux expansions. Aux expansions, donc la colonisation de l'Afrique, de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et les îles, les Caraïbes. Mais en faisant un petit bond en arrière, la bague, cette histoire, la bague en Égypte, ça remonte de 3000 ans avant Jésus-Christ, ok? Donc, il y a eu toute une évolution, 3000 ans avant Jésus-Christ, et puis 1500 ans après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et dans les temps modernes, puisque ça a évolué, la bague a été introduite maintenant comme donc élément essentiel dans un mariage. Donc le couple devait forcément apprêter ses bagues avant le mariage parce que pendant la cérémonie à l'église ou encore dans la mairie comme on en fait aujourd'hui, il fallait donc préparer ses bagues. Pour ceux qui ont donc la bague pouvait être, comme je l'ai dit tantôt, en or, en diamant, en pierre précieuse. Mais d'où est arrivée donc l'histoire de la bague en diamant? D'abord, la bague en diamant, le vrai diamant, c'est pour ceux qui ont l'argent. Et ceux qui ont l'argent, bien sûr, doivent mettre les moyens pour ça. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une bague en diamant, alors ils achètent une bague en or. Vrai or ou faux, ben, ça, je n'en sais pas, mais une bague qui représente une certaine valeur. Et donc, aujourd'hui, c'est donc cette culture de mariage de bague et encore à cela s'est ajouté, ça c'est arrivé vers le XIIe siècle, donc le port de voile. Je sais que c'est une autre conversation, pourquoi le voile blanc, mais ça va ensemble, le mariage au modèle européen, donc c'est le voile, c'est la robe blanche qui va avec donc la bague, qui va ensemble pour agrémenter. Et après à côté de ça, il y a aussi donc voilà, les fanfares, la fête qui va avec, après surtout la cérémonie de mariage. Alors partons de là, on va examiner donc l'Afrique subsaharienne. Vous voyez que c'est une culture qui est venue de l'Afrique, bien sûr, l'Égypte, et après qui s'est vraiment développée, répandue en Europe. Ok, et surtout dans ces temps modernes, c'est vraiment un modèle, une culture reconnue aux Européens, même si cette culture est venue de l'Afrique, mais de manière symbolique. Mais dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, et nous qui venons, moi qui viens donc de l'Afrique centrale, du Congo, est-ce que le port de bague était donc une culture ancestrale de chez nous? Bon, vous avez déjà la réponse. Je ne pense pas du tout. Déjà dans cette Afrique-là, et il n'y avait pas d'abord le mot Afrique. L'Afrique, comme telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été donc divisée en 1884, entre 1884 et 1885, pendant la colonisation, plutôt la conférence de Berlin. Ok? Alors, comment l'Afrique s'est divisée, donc il ne faut pas oublier que l'Afrique d'antan, c'était les royaumes, c'était les empires.
Mandingue, Tombouctou, le royaume Congo, Ashanti, Teke, Luango, Bété, plein de royaumes, Shona, le pouvoir et l'empire Zulu, et donc il y avait ça. Et ça, chaque culture était distincte, chaque culture avait sa façon de célébrer. Et c'était souvent en guise de symbole. Le mariage était symbolique. Et donc il y avait soit un échange de vaches, de moutons, peut-être de poules, de poules femelles, tout ce qui pouvait reproduire, donc pour perpétuer la richesse de la famille. Et remarquez, aujourd'hui, même en ce temps moderne, nous avons deux types de mariage. Il y a ce qu'on appelle le mariage traditionnel et le mariage officiel. Donc le mariage traditionnel, c'est le mariage à l'africaine, le mariage où deux familles voilà, l'union des deux familles, et ça se passait avec des tenues traditionnelles. C'était pas le voile européen, tout ça, et ça se passait de manière traditionnelle, de tenue de chez nous. Au niveau du Congo, c'était donc le raffia, et encore au niveau de toute l'Afrique, des tissus très distincts représentant chaque culture. Vous savez que chaque pays africain a une culture, a des tissus très distincts. Le Ghana est distinct, l'Éthiopie est distinct, l'Afrique du Sud très distinct, le Congo, Gabon et partout en Afrique très distinct. Donc les mariages traditionnels puisaient donc des cultures vestimentaires ou des tissus pour représenter donc leur culture ancestrale. Alors, après le mariage traditionnel, on y a ajouté le mariage officiel. Le mariage officiel, c'était donc le mariage à l'européenne. Très intéressant ça. Et tout ça, on comprend que la colonisation des Européens a bien fini par laisser des empreintes. Donc, on a dit, notre mariage c'était traditionnel. Si c'est pas fait à l'européen, c'était pas officiel. Donc, officiel, donc le couple devait apporter les bagues. Vous voyez que dans le mariage traditionnel, j'ai pas mentionné l'échange de bagues parce qu'il n'y en a pas. C'était beaucoup plus symbolique. Le symbole, c'était peut-être des coris, c'était des pièces de monnaie, c'était peut-être une pièce en or, en argent, c'était donc, comme j'ai dit tantôt, l'échange des vaches, des moutons. Donc, chaque culture avait un symbole comme ça, mais ce n'était pas une bague qu'on mettait sur ce doigt, sur l'annulaire. Non, pas du tout. Et donc, quand on a fini avec le mariage traditionnel, il fallait passer au mariage officiel. Donc, le mariage de la colonisation, comme je l'appelle, parce que c'est vrai, c'est le mariage donc apporté par les Européens qui ont colonisé. Il fallait donc aller à la mairie, soit à l'église. Il y avait un pasteur, il y avait un prêtre, parce que les pasteurs et prêtres, c'est pas la culture africaine, ok? Et donc, il y avait donc après ça les fanfares, la voiture, oh là là, le décor, des feux d'artifice pour ceux qui ont beaucoup plus d'argent, des poèmes, des couleurs. Il y a tout un cortège, un défilé, tout ce que vous voulez pour célébrer ça, mais vraiment de manière européenne. Et si c'était de manière traditionnelle, il y aurait donc quoi? Des tam-tams, il y aurait des instruments traditionnels de chez nous, des griots pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà là où nous sommes, voilà comment nous en sommes arrivés donc au port de la bague. C'était ce que je dis, c'est l'histoire. Je vous demanderai d'ailleurs de faire votre propre recherche et de faire la contribution. Il y a beaucoup plus à dire, il y a bien de détails dans cette culture de bague qui fait partie donc de l'Afrique, l'Égypte, plus précisément à l'Europe, mais il y a beaucoup plus de détails. Quand on voit en Angleterre, mariage, la bague étant inspirée d'une veuve, une veuve anglaise qui donc après la mort de son mari, donc il y avait la bague était laissée par elle en guise de témoignage, il y a un mot que je voulais bien dire, dans les testaments, j'allais dire, testaments de richesse et autres. Donc, il y a beaucoup plus de détails. Je vais laisser les liens tout en bas que vous pourrez lire par vous-même, regarder et faire la recherche. Et donc, en conclusion, la culture de bague n'est pas forcément une culture africaine, subsaharienne, l'Afrique subsaharienne ancestrale, et c'est une culture qui est venue donc de l'Égypte,
mais pas de la manière dont on la pratique aujourd'hui, parce que l'Europe l'a récupéré, on a fait son affaire, l'Église a récupéré, on a fait son affaire. À cela, je pourrais même ajouter, il y a deux types de bagues. Il y a une bague de fiançailles et donc la bague officielle de mariage. La bague de fiançailles veut dire quoi? La bague de fiançailles, c'était donc un gage que le monsieur qui se présentait au niveau des parents de sa fiancée ou sa future femme devait donc leur garantir que voilà, l'amour est vrai. Et donc, quand on met la bague de fiançailles, c'était que, bon voilà, j'ai fait la promesse de marier votre fille, ou je fais la promesse à la fille que voilà, c'est notre union officielle. On attend que le jour de célébrer avec les pompes, avec les trompettes, et se fixe une date. Et pendant cette date, il y aura donc la remise de la vraie bague de mariage. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a évolué. Et après, je vais ajouter, avant de terminer, il y a tout le business derrière. Parce qu'aujourd'hui, dans les milieux milieux occidentaux, encore l'élite africaine, ceux qui ont l'argent, la bague doit être une bague en diamant. Il doit être en bague en diamant, mais toute cette bague, la bague en diamant, c'est juste du business, ok? Parce qu'on sait que l'amour ne dépend pas de la bague, bien sûr. L'amour, c'est le cœur. Si on a l'amour pour une personne, les artifices, la bague, les chapeaux, le voile et tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui symbolise, c'est pas ça l'amour, n'est-ce pas? C'est du superficiel, ça. C'est juste pour un agrément. Parce que, puisque les gens divorcent tout le temps de toute façon, donc c'est du superficiel. C'est pas l'amour, ok? Bon, vous êtes d'accord avec moi quand même. C'est des symboles pour sceller l'amour, mais c'est pas l'amour. Parce que, voilà, on peut donner ses bagues en diamant quand on est riche à n'importe 1 million de femmes. Ou 1 million d'hommes, si vous voulez. Et donc, c'est du business, parce que le business a été encore accentué avec Hollywood. Il fut en 1930, 1929, 1930, pendant cette période de la crise financière, il y a eu donc la compagnie américaine qu'on appelait De Beers. De Beers, c'était donc la compagnie qui avait donc le monopole, quasiment le monopole de la vente des diamants. Et pendant la crise financière, les gens n'avaient plus d'argent, on n'achetait plus les diamants, il fallait relancer l'économie, la compagnie ne voulait pas chuter. Alors la compagnie a utilisé Hollywood en donnant donc des bagues en diamant aux actrices hollywoodiennes comme Marilyn Monroe et toutes les grandes actrices que vous connaissez. Donc les actrices mettaient les bagues et tout ça, ils flashuaient, comme j'aime dire, flashuaient. Il fallait montrer la bague à la télé, dans les films. Ça redonnait un peu le sens le goût à acheter la bague. Et quand la crise financière est partie, et donc ce mouvement de bague qu'on a vu sur son actrice préférée, alors a continué. Et voilà l'histoire de la bague. À vous de conclure, laissez un commentaire, je vous en prie, et souscrivez-vous à ma chaîne, c'est ce que je voulais partager avec vous. On reviendra peut-être pour une autre vidéo pour parler du port du voile et de la robe blanche. Est-ce que c'est une culture africaine ou culture européenne? Alors, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve pour une autre vidéo. Allez, c'est votre frère Bib. Ciao, ciao.